Encore là, j'aime toujours commencer mes présentations par des petites questions pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans la salle. Euh, Parmi vous, qui aime voyager? Beaucoup de monde, hein? C'est le fun de voyager. Maintenant, est-ce que vous voyagez en avion? Oui, il y a beaucoup de monde qui voyage en avion. Est-ce que vous avez déjà voyagé avec un kit d'astrophotographie? Puis là, on parle large, là. Soit un petit kit, un genre de trépied avec appareil photo ou le gros télescope. Qui a déjà voyagé avec le gros kit? Il y en a, hein? À travers les douanes? C'est compliqué, hein? Ouais, bon, c'est ça. Maintenant, si on envoie de l'équipement par routier, ça devient encore plus complexe. Parce qu'il n'y a pas un routier qui veut regarder ça. Il n'y a pas un routier qui veut toucher à ça. C'est compliqué. Ils ne veulent pas être stoppés aux douanes. Les autres, ils veulent que ça passe. Ils veulent avoir un 45 pieds avec 2000 fois le même petit morceau. Ça passe bien. Mais si c'est du personnel, si c'est du stock personnel, ça, c'est pas mal plus compliqué. Une autre chose aussi, des fois, il faut savoir certaines règles pour voyager léger en avion. On ne peut pas apporter n'importe quoi en avion. Donc, ma présentation, on va voir deux phases. La première phase, les trucs et astuces du voyageur, de l'astrophotographe. Euh, Comment trouver des beaux sites? C'est quoi les outils qu'on a disponibles pour trouver des beaux sites d'observation qu'on n'a encore jamais été? Comment également optimiser, trouver notre équipement, optimiser notre équipement. Luc qui a fait de la photo 85 mm ce matin, là, il y a des affaires pour toi là-dedans. L'équipement d'astrophotographe pratique léger compact. Les règles à savoir pour le voyage en avion et à travers les douanes. Les endroits que j'ai visités, il va y avoir des belles petites photos là-dedans. Puis comment expédier de l'équipement lourd spécifiquement à travers les douanes. Comment préparer son voyage? Alors ça, c'est une petite photo qu'il y avait au Brésil. C'est sur un site, là, il y avait un genre des petits chalets alentour d'un open, puis on voyait les pics alentour. Là. C'était à peu près à 150 km au nord-ouest de Rio de Janeiro. Euh, Tout savoir sur sa destination. Bon, premièrement, avant de commencer à voyager, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut amener. Hein? Donc, avoir une bonne idée de la météo, la température, parce qu'il faut quand même s'habiller chaudement la nuit. Il faut s'habiller en conséquence de la température. Toujours, écoute, ça, c'est les mères nous le disaient souvent, hein? Mets-toi plusieurs couches. Si tu veux en enlever une parce que tu es trop chaud, ça va marcher. Ben, ça marche aussi en astrophotographie. Des gants, des tucs, même en été. Ça marche. Maintenant, comment on fait pour déterminer quel genre de couvert nuageux qu'on va avoir telle nuit? Des belles outils ici. On a CSC, Clear Sky Chart. Clear Sky Chart est dédié à des sites préenregistrés. Ce n'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours le choix d'avoir un site qui est préenregistré où on va. Donc, moi, j'ai trouvé un autre site, First Light Optic, FLO, qui a développé un site qui s'appelle clearoutside.com. Clear Outside, l'avantage, c'est qu'on peut rentrer les coordonnées qu'on veut. Donc, on y va ici en latitude, tout simplement rentrer les coordonnées qu'on a. Ça, c'est les forecasts qu'il y avait pour Mirabel. J'ai découvert qu'il était très fiable. Aussi, je te dirais, complémentaire avec CSC, parce que quand CSC se plante, d'habitude, FLO est dedans. Okay? CSC a tendance à bien faire son travail au changement de temps, au changement de saison, au printemps puis à l'automne, tandis que FLO fait un meilleur travail l'été puis l'hiver. Coïncidence? Je ne sais pas, j'ai pas accumulé assez de données. FLO donne aussi, en plus, ici, là, en vert, c'est un code de couleur simple. Vert, orange, rouge. Rouge, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que c'est le couvert nuageux? Il y a quelque chose qui n'est pas bon? Maintenant, en cliquant ici sur la date, on a un détail. Okay, là, FLO nous donne le couvert, le couvert total nuageux,
Le couvert à basse altitude, le couvert à moyenne altitude, le couvert à haute altitude. Est-ce que je vais avoir des passages de la station spatiale? La visibilité. Écoute, on a beaucoup de choses, même des choses qui ne sont pas habituellement visibles, comme la vitesse des vents. Parce que ceux qui ont des newtons, la vitesse des vents, c'est important. Hein? Plus le télescope est long, plus ça pogne dans le vent. La température, ce genre de choses-là est indiqué dans l'outil. C'est vraiment intéressant. Surtout, c'est intéressant pour peu importe la coordonnée. Ça, c'est très pratique. Pour un voyageur, j'entends. Maintenant, comment choisir son site, un site bien noir? Comment qu'on choisit ça? Bien, il y a des cartes de pollution lumineuse qui sont disponibles. OK? Un des outils innommables que j'ai utilisé très souvent, allez sur Internet, tapez Club Astronomie, puis la ville que vous allez être. Chances sont qu'il y a un club local. Un club local qui généralement... Écoute, à force de voyager, je me suis rendu compte que la communauté d'astronomes amateurs s'est tissée très serrée. Que ce soit au Brésil, que ce soit en Écosse, il y a toujours des gens qui sont prêts à physiquement t'apporter sur le site, dire « Ici, c'est un bon spot ». Ça, c'est intéressant. Consultez les sites également sur les l'application. Souvent, sur les sites de pollution lumineuse, il va y avoir des chartes qui sont associées à un site quelconque. Bien, il y a des bonnes chances que ce site-là, il y a déjà quelque chose. C'est toujours des bonnes informations pour trouver des sites bien noirs. Naturellement, lorsqu'on se déplace, il faut choisir la cible en conséquence avec votre lieu. Si on s'en va dans l'hémisphère sud, il faut trouver quelque chose qui est intéressant dans l'hémisphère sud qu'on ne peut pas faire dans l'hémisphère nord. C'est ce genre d'exemple-là. Prévoir quelques objets. Déjà, c'est pas le temps, là. Quand on est en voyage, qu'on a payé 1500$ pour être au Nouveau-Mexique, c'est pas le temps de dire, bon, je m'assois là, ma mise en station à faire. OK, qu'est-ce que je fais à soir? Marchez-vous pour avoir vos cibles déjà de faites. Ça va optimiser le bon temps que vous allez avoir. Les règles à connaître en avion spécifiquement. Selon la compagnie aérienne, les règles changent. Saviez-vous qu'on n'a pas le droit d'amener de piles dans des bagages enregistrés? Saviez-vous ça? Ça veut pas dire que vous allez la perdre si vous avez une batterie de laptop dans votre bagage que vous avez enregistré dans la soute à bagages. Par contre, ça peut dire que votre bagage va être retardé à cause de ça. Ça peut dire que la sécurité va décider, non, j'enlève cette batterie-là de votre bagage. Vous arrivez à l'autre bout, vous n'avez plus de batterie. Puis, allez voir sur le site d'Air Canada, pas de piles enregistrées dans la soute à bagages. Il y a une limite sur les piles au lithium. Saviez-vous qu'on a le droit d'avoir 2 batteries au lithium, l'équivalent d'une batterie de laptop, maximum? Donc, si vous avez une batterie, disons que si vous voulez partir, vous, avec 2 grosses batteries, 2 pour votre appareil, 1 pour votre laptop, la sécurité peut vous en revirer. Pas d'aérosol, pas d'objet pointu de plus de 6 cm. Vous avez un petit tournevis pour être capable de faire votre collimation. Vous l'avez avec vous, dans le bagage, puis qu'il y a plus que 6 cm, ça se peut que vous le perdiez. Okay, soyez à l'affût de ça. Il y a également une limite de grosseur et des bagages que vous pouvez soit porter sur vous ou même enregistrer en soute à bagages. Puis ça peut changer d'une compagnie à l'autre. Okay, donc, soyez à l'affût de ça. Ça, je l'ai appris à mes dépens. Ça m'a jeté à terre. Les compagnies aériennes ne sont pas responsables des vols dans les bagages enregistrés. Ça veut dire que l'employé qui est en arrière du rayon X, il peut prendre une photo de votre valise puis dire « Hey, il y a un beau laptop là-dedans. Hey, il y a de l'équipement pas mal là-dedans. » Puis dire à son chum qui est bagagiste, là, « Telle valise, ouvre-le donc. » Puis ramasse ce qu'il y a en dedans.
bien, la compagnie aérienne, là, elle ne pourra même pas vous rembourser. C'est clair comme ça. Il y a des petits caractères dans le fond. Là. À chaque fois que vous enregistrez un bagage, ils ne sont pas responsables des objets de valeur. C'est pour ça d'ailleurs que les compagnies aériennes disent enregistrez pas de laptop, enregistrez pas d'appareil photo, enregistrez pas rien de valeur dans vos bagages enregistrés. On n'est pas responsable. J'ai perdu un laptop comme ça. C'était pas le mien, c'était celui-là de ma compagnie, merci mon Dieu, là, mais euh, connaître les restrictions relatives au pays. C'est pas Roger en Argentine? Roger, il en a une bonne à vous compter en Argentine. Il arrive avec un, je pense que c'est ça, hein, il arrive avec il arrive un télescope. Le douanier dit, ah, ben, tu vas payer des taxes là-dessus. OK, mais je rentre avec, puis je repars. Non, tu payes des taxes là, tu rentres avec, puis quand tu vas repartir, tu vas repayer des taxes encore dessus. Finalement, son télescope est resté là-bas. C'est des règles comme ça qu'on est confronté malheureusement en arrivant aux douanes. Fait que soyez à l'affût. Ça, c'est deux sites qui sont intéressants. Air Canada vous donne les règles inhérentes là, spécifiquement pour Air Canada, qu'est-ce qu'il faut penser pour les bagages, puis la sécurité. Puis également un site là, au niveau canadien sur les transports qui va donner aussi de l'information utile là-dessus. Ceci étant dit, mon idéal à moi, c'est d'être capable de voyager avec mon équipement sur moi. OK? Donc ici, j'ai mon kit d'astrophotographie de voyage complet. Tout est là. Naturellement, le trépied puis le contrepoids ici, d'habitude, ça rentre enregistré. Puis le reste, je l'ai avec moi. Pas de danger de perdre rien, c'est avec moi. Jusqu'aux piles, le choix des piles au lithium que j'ai utilisées, bon, c'est des piles qui sont en deçà de la limite. Maintenant, si on s'en va en détail, j'ai une petite SkyTracker, c'est compact. C'est la plus compacte, je pense, sur le marché. Parce qu'il y en a d'autres qui sont disponibles, mais sont un petit peu plus volumineuses. De gauche à droite, bon, ça c'est le Polar Scope de la SkyTracker. J'ai des filtres, des capes. On voit en haut ici, là. Ça, c'est un petit masque de Bahtinov que j'ai optimisé pour les objectifs f2.8, donc les objectifs de 76 mm d'ouverture. Le petit masque de Bahtinov vient là-dessus, puis ça facilite de beaucoup la mise au point. En passant, on peut en faire réimprimer d'autres. Je sais que Jean-François Lemire aimerait bien ça d'en avoir d'autres. On peut se mettre en groupe puis en faire d'autres si vous voulez. J'ai déjà les plans. J'ai deux appareils photo. D'habitude, j'en ai une qui est défiltrée puis l'autre n'est pas défiltrée. Ici, j'ai un contrôleur de LED, les fameux dimmer qu'on appelle. Ben, ça peut contrôler, ça peut pulser des bandes chauffantes, ça. Donc, c'est mon petit Duo Shield, là, fait de fortune. Une bande chauffante. J'ai également un objectif, un bon objectif. Les paquets qu'on met dans les gants ou qu'on met dans les bottines là, qui vont se mettre à chauffer quand ils sont exposés à l'humidité. On parlait tout à l'heure de contrôle d'humidité, mais contrôle d'humidité léger, qui ne nécessite pas de courant. Bien, deux de ces heaters-là qu'on met alentour d'un objectif, tenu avec une bande velcro, ça contrôle la buée pendant environ 5 heures. C'est pratique. Une boussole pour s'aligner rapidement. Ça, c'est un petit bricolage que j'ai fait là, avec des batteries AA pour être capable de me sortir précisément 7,2 volts pour être capable d'alimenter ma caméra. Okay. Naturellement, des gants, lampe frontale, tout ça rentre dans le kit. Puis les petits, des chargeurs, un intervalomètre, un petit kit de nettoyage. C'est ce qu'on pense typiquement là, dans le kit de voyage. Tout ça dans un sac, simple. SLR Gear. On parlait tout à l'heure 85 mm. Bon, Luc a fait beaucoup de tests. Telle lentille me donnait tel défaut, telle autre lentille était mieux pour telle affaire. On a parlé d'aberration chromatique. On a parlé. Bon, j'ai passé par les mêmes étapes. J'ai eu la chance, moi, de faire affaire avec CDM Photo à Saint-Jérôme. Ils m'ont offert un petit site, SLR Gear.
pour faire le choix d'objectif. Je vous montre une petite démonstration tout à l'heure. Il faut connaître son équipement puis ses techniques. Louis nous a montré une autre technique qu'on peut utiliser. Vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez en avoir besoin. Je vais vous conter une anecdote. J'étais au Brésil, j'étais là une nuit, il faisait beau. Le seul spot que j'avais de sombre, il y a un immense arbre qui est sur mon pôle sud. Je ne le vois pas. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je me ligne. Ben, la méthode de dérive, ça marche quand même avec un Sky Tracker. En connaissant bien sa théorie, on peut toujours se démerder. Parce que dans le voyage, on n'est jamais dans nos affaires. Il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Magic Lantern, j'ai fait une présentation il y a 2 ans, un incontournable lorsqu'on voyage léger. Chaque chose à sa place, dans le noir, quand on n'est pas dans nos affaires, il faut que ça revienne. Il ne faut rien perdre dans le champ, parce que vous allez plus être là pour aller la chercher. Pensez à la sécurité aussi. Vous allez partir tout seul. Pensez à laisser une note, peut-être à l'hôtel, disant « Je pars à telle coordonnée, je reviens à telle heure. » Le gars va probablement regarder ça comme... Après ça, il va vous regarder avec le sac sur le dos, il va dire « OK, je vais regarder ça. » S'il arrive quelque chose, ben, vous savez que la police va être sur vos traces le lendemain. OK? SLRgear.com, vous rentrez votre objectif, puis il va vous donner un beau petit graphique comme ça. Ça, c'est le graphique de l'aberration en fonction du f-stop sélectionné, puis également de la focale. Ici, là, on regarde à la lentille Canon EF 50 mm f1.4. Vous voyez qu'à f1.4, on a énormément d'aberrations. Là, on va avoir des étoiles qui sont hors foyer, on va avoir de l'aberration chromatique, on va avoir tout plein de défauts dans notre photo. Par contre, avec le même graphique, on voit qu'à F4, on vient de corriger tout ça. Okay? Ça, c'est hyper utile pour faire le choix de votre lentille avant de l'acheter. Comme ça, on n'a pas besoin d'acheter, tester, à retourner. On peut tester nos lentilles d'avance. On peut également, avec nos lentilles existantes, sélectionner à quelle focale versus à quel f-stop je vais avoir les meilleures performances. Très utile. slrgear.com. Quand il y en a juste trop, là, il faut l'envoyer. Ici, écoute, la même photo, on a mes deux compatriotes dans le crime ici. Là. Il y a Roger Ménard. Roger Ménard, fait-nous signe en arrière. Roger Ménard était venu avec moi au Nouveau-Mexique. Puis il y a Jean-François Lemire aussi. Jean-François Lemire dans le fond à droite. Merveilleux voyage. Mais on avait beaucoup d'équipements envoyés. On avait à peu près 1600 livres environ. 2 crêtes de 800 livres envoyés. OK, ça, c'est la soirée qu'on a eu le pactage de crate. OK, moi, je mesure 6 pieds. Roger mesure 6 pieds 2 aussi. On voit le crate en arrière de nous autres. C'était rempli. Il y en avait 2 comme ça. Avant d'envoyer les crates, ce qu'il faut penser, c'est que ces crates-là vont techniquement exporter. Ils vont sortir du pays. Donc, au niveau des maladies transmises par végétaux, il faut qu'il y ait une certaine certification. Fut un temps, il y a 2 ans, je crois, il y a 3 ans, entre les États-Unis et le Canada, il n'y avait pas de problème. Mais je ne sais pas si les lois ont changé l'année dernière, mais en tout cas, ils devaient changer. Maintenant, il faut que ce soit certifié. C'est quoi le nom? Certification de la Commission de mesures phytosanitaires de la Convention internationale pour la protection des végétaux. Ça, c'est le logo qu'il faut retracer. Si vous voulez vous faire des crates, des boîtes pour envoyer du matériel qui sont en bois, il faut qu'il y ait ce logo-là dessus. À moins que ce soit du bois modifié. Exemple, du bois aggloméré ou des copeaux pressés. Ça, c'est correct. Mais si le côté est en bois, genre 2x6, puis qu'il n'y a pas ça, les douanes peuvent vous retourner. OK? À savoir. Maintenant, qu'est-ce que ça vous prend pour voyager à travers les douanes? Premièrement, un inventaire complet, incluant les photos, où ça se trouve dans les boîtes, les reçus, description modèle, numéro de série, valeur, à peu près toute l'information que vous pouvez fournir aux douaniers. Ça,
vous voulez finalement prouver au douanier que cet équipement-là, vous l'aviez avant de faire le voyage. Comme ça, lui, il ne sera pas en mesure de vous dire, ça, tu l'as acheté au Nouveau-Mexique, tu me dois des taxes. OK? Ce que vous avez besoin également, ce que le routier a besoin, naturellement, le douanier va avoir besoin d'une copie de votre passeport et du permis de conduire. Là, on parle d'équipements qui ne voyagent pas avec vous. Hein. L'équipement part les douanes sans vous, dans le dos d'un 45 pieds. Une lettre Power of Attorney, c'est tout simplement une lettre qui va dire routier Robert Transport, c'est lui qui va transporter mon équipement jusqu'au Nouveau-Mexique à telle place, puis ça va se passer de telle date en telle date. Comme ça, le douanier, il y a une preuve que Robert Transport, ce n'est pas du stock volé qu'il y a. On a besoin de 2 formulaires, un canadien, un américain. Le premier formulaire, c'est le CBP 3299. Puis le deuxième, au niveau canadien, c'est le E15. Je vous donne des exemples, comment c'est rempli. Alors, naturellement, ça nous prend un transport routier qui veut bien le faire. Transport, Robert l'avait fait pour nous autres, puis in extremis, parce qu'on s'était fait, on s'était laissé tomber s'est fait laisser tomber par un autre transport que je nommerai pas. Ça, c'est l'inventaire. Puis c'est petit, mais en gros, la colonne de gauche, c'est où ça se trouve. On avait 2 crates, hein, il y avait la case 1, puis il y avait la case 2. Bon, ben, telle ligne d'équipement se trouve dans la case 2. Plus précisément dans quelle boîte? Parce que dans les cases, il y avait des petites boîtes, on avait des malles de transport, puis encore là, c'était identifié. On avait le numéro d'item. Sur chacun des items, on les avait identifiés avec un code. Donc, YB101, YB102, ça, c'est mes choses à moi. Le douanier était capable de voir la description, était capable de voir le numéro série si applicable, la valeur en dollars canadiens lorsque moi je l'avais acheté et la facture de référence. Dans le paquet, dans le fameux paquet que j'avais donné au routier, ben, il y avait ce genre de photo-là. Ma boîte ouverte avec des petits numéros qui identifiaient chacune des choses. Une fois que c'est fait, ça va bien. Puis une fois que c'est fait, les douanes, là, ça passe comme ça, très rapidement. Ça, c'est un exemple de la lettre Power of Attorney. Ça déclare finalement que Robert Transport était responsable de mon matériel durant telle date. Puis où est-ce que j'allais avec ça? C'est la déclaration, ça c'est la première lettre, le fameux rapport, le fameux formulaire des douanes américaines, encore là qui référait ici à mon inventaire que j'avais fait. Donc mon inventaire était bon pour les 2 formulaires. Ça, c'est le deuxième formulaire canadien. Encore là, c'est le même principe. Hein. C'est toujours le principe de dire, moi, je traverse les douanes, mais il va y avoir de l'équipement qui va traverser que je ne serai pas avec. Parce que si vous traversez avec votre équipement, vous n'avez pas besoin de tout ça. Là. Vous passez comme si... un inventaire, ça serait peut-être une bonne idée. Ça vous évite d'avoir des questions à votre tour, mais ça, c'est lorsqu'on ne voyage pas avec l'équipement. Maintenant, quelques photos que j'ai prises, moi, en astrophotographie, lorsque j'ai voyagé. Ça, c'est une photo du petit nuage de Magellan que j'ai pris pas loin de Curitiba, dans un ranch qui s'appelait Pousada Caina, près de Curitiba, ça c'est au Brésil. Donc ça, c'était la vue, là, j'avais comme un genre de petit chalet, une petite chambre, il y a un chalet qui avait à peu près rien qu'une chambre, c'était la vue en arrière, c'était fantastique. J'avais pas eu beaucoup de ciel, j'avais eu à peu près 15 minutes où c'était dégagé, puis j'ai réussi à sortir ça. Ça, c'est Pousada Riacho Doce, près de Rio de Janeiro, au Brésil. On dit près, là, on parle plus dans la jungle. C'était le petit chalet que j'avais. Et puis, ça, c'est une photo de la Voie lactée que j'ai prise à 70 mm. Puis, l'histoire alentour de cette photo-là, c'est que justement, j'étais juste à l'arrière du petit chalet là, puis il y avait l'arbre qui était là, qui était en plein sud. Puis si je me déplaçais dans le milieu, ben il y avait de l'éclairage, un petit éclairage beau, là. Mais pour moi, ben, c'était pas bien beau. Fait qu'il a fallu que je fasse un alignement par dérive pour être capable de prendre sa photo-là. Mais écoute, ça a bien sorti. Là, on parle de Painted Pony Resort à Rodeo, Nouveau-Mexique. Ça, c'est mes partners. J'ai une autre photo tout à l'heure. Witch Head Nebula, que j'avais pris de là-bas. C'est un objet que
qui ne se prend pas en bande étroite, ça se prend juste tout simplement, on peut le prendre en RGB. On n'a pas la possibilité de prendre une bande étroite pour nous enlever la pollution lumineuse. C'est un des objets qu'on doit prendre dans un ciel sombre. Fait que j'avais réussi à le sortir. Ça, je me suis cassé une couple de fois dessus avant de réussir à le sortir. J'ai pas la photo. Je pense que la photo, je l'ai-tu plus loin, non. Si je présente le monde aussi avec moi, ici on les voit mal, là, mais il y avait Jean-François Larouche de la SAMO. Merci beaucoup à lui. Il a fait beaucoup de débroussaillage au niveau des règlements. Il nous a beaucoup aidé là-dessus. Puis il y a eu Benoît également, qui a voyagé avec nous autres également. Lui, par contre, il a pris l'expérience de voyager là par route, avec son équipement dans son auto. 3 jours de route. Il a dit plus jamais. Donc, voyager en avion, ça a ses avantages. Ça, c'est pris près de Aberdeen, en Écosse. Ici, on a la réflexion de la ceinture d'Orion, avec la nébuleuse d'Orion, là, sur le Loch of Skene, près de Aberdeen. Puis, sur le bord du Loch of Skene, il y avait un genre de keep. Puis ça, c'est un petit Star Trail là, qui a été pris de cette photo-là. C'était carrément magnifique, là. Maintenant, je vais vous laisser sur ça. Il y avait un petit jeu de mots tout à l'heure, là. Choisissez votre site judicieusement, où est-ce que vous allez coucher. Ça, c'est le lit que j'avais pas loin au Brésil, là. Le lit que je couchais. J'ai eu toute une surprise. Ça paraît, je suis douloureux. C'était raide, sans bon sens. C'était un plywood. Il y avait un plywood et il y avait des draps dessus. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup.